Bon, ça y est les frères, là on rentre dans le vrai. Là on rentre dans ces quarts de finale de l'Euro 2024. Et je peux vous dire que pour moi, franchement, les quarts de finale, je trouve que c'est l'un des stades les plus importants d'une compétition, peu importe laquelle. À partir du moment où tu arrives dans ces quarts de finale, tu sais qu'il y a un gros tri qui se fait. Toutes les équipes qui sont en quart de finale, c'est que des équipes qui méritent d'y être. Soit c'est des grandes nations, soit c'est des équipes qui ont fait leurs preuves en phase de poule et puis en huitième de finale et qui sont là, pas par hasard. Et on va en parler, je pense bien sûr à la Turquie, je pense bien sûr à la Suisse par exemple, qui ne sont pas forcément les plus grandes nations dans ce quart de finale, mais qui sont des nations vraiment qui t'ont hypé, qui ne sont pas arrivées là par hasard. Mais bref, on va y revenir. Tout ça pour dire les gars, voilà, quand on voit par exemple même en Ligue des Champions cette saison, on a vu pour moi des quarts de finale qui étaient même peut-être au-dessus que ce qu'on a pu voir en finale par exemple. Rien que le PSG-Barça qu'on a pu voir, le Real City, le Bayern-Arsenal, bref, il n'y avait que des grosses affiches dans ces quarts de finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est un petit peu la même chose ici, pour ces quarts de finale de l'Euro. Vraiment, que des affiches exceptionnelles. Et je pense que tous ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de vraiment d'adhérer à cet Euro ou de s'attacher à cette compétition, parce qu'il y en a beaucoup qui ont encore un petit peu du mal, je pense que là, c'est fini. Je pense que là, avec les affiches qu'on a, impossible de ne pas être hypé. Impossible de ne pas être hypé, je vous dis la vérité, les gars. Là, avec ces affiches-là, que ce soit ce Espagne-Allemagne, qui est clairement peut-être la plus belle affiche avec les deux meilleures équipes de cet Euro, clairement. France-Portugal, une affiche de finale il n'y a pas si longtemps d'ici. Même ce Turquie-Pays-Bas qui, en apparence, ça n'a pas l'air d'être une très très belle affiche, mais je peux vous dire que pour moi, ça risque d'être un très beau match, peut-être même l'un des meilleurs matchs qu'on pourrait voir dans ces quarts de finale. Je vous le dis, les gars. Vous pouvez directement vous dire que ce match Pays-Bas-Turquie, c'est un match à surtout pas rater. On connaît, je vous dis, les gars. La proximité qu'il y a entre ces deux pays, le fait qu'il y ait énormément de Turcs aux Pays-Bas, le fait que beaucoup de Néerlandais connaissent des Turcs, beaucoup de Turcs connaissent des Néerlandais. Il suffit juste de prendre plusieurs joueurs turcs qui sont nés ou qui ont grandi aux Pays-Bas, comme Kadayoglu, le latéral gauche de cette équipe turque, qui est né aux Pays-Bas, clairement. Donc, clairement, je peux vous dire que là, il y aura une très très belle affiche et un très beau match. Et pareil pour ce Angleterre-Suisse, avec une opposition de style, avec une équipe anglaise très solide, avec des belles individualités, une équipe de Suisse avec un meilleur collectif et surtout un style beaucoup plus offensif que ce qu'on a l'habitude de voir avec cette équipe helvète pour le coup. Bref, là c'est parlé, là je vais mouiller, là je vais vous sortir mes pronostics. D'ailleurs, pour les huitièmes de finale, les gars, je m'en suis vraiment très bien sorti. Sur les 8 matchs, j'ai donné 6 bons pronostics. Là où je me suis trompé, c'était sur le match justement de la Turquie que je ne voyais pas passer contre l'Autriche. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça s'est joué un peu. C'est vrai que l'arrêt héroïque du gardien turc à la 94e minute aurait pu donner un scénario totalement différent. Donc j'ai pas eu de bon pronostic pour ce Turquie-Autriche et pour Portugal-Slovénie, où j'avais dit que je voyais la Slovénie passer. Et là, pour le coup, j'étais à une séance de tir au but d'avoir un bon pronostic. Mais bref, voilà, donc clairement, si mon pronostic sur 8, je m'en suis pas trop mal sorti sur le 8ème de finale. À voir sur ces quarts de finale, les gars, qui à première vue, ça a l'air d'être des affiches assez faciles à pronostiquer, mais je pense que justement, les pronostics à partir des quarts de finale, là aussi, ça devient très compliqué. Parce que comme je vous le disais au début de la vidéo, t'as que des grosses équipes, ou soit des grosses équipes, soit des grandes nations, soit des nations qui méritent d'être là et qui sont redoutables. Donc c'est pour ça, je pense que ça va être très compliqué au niveau des pronostics et on verra comment je m'en sortirai. Alors je vais commencer par le bas, en commençant par la plus petite affiche entre guillemets et en terminant par la plus grosse affiche. Et on va commencer par ce Angleterre-Suisse justement. Alors les gars, je vous dis la vérité. L'Angleterre, on a bien vu justement que à chaque fois, ils arrivent à s'en sortir sur le fil. Depuis le début de la compétition, c'est des matchs qui sont pas bons du tout de la part des Anglais, qu'ils arrivent à gagner de justesse. Et à commencer bien sûr par ce match contre la Slovaquie en huitième de finale, qui a failli justement donner une catastrophe industrielle pour l'Angleterre, les gars. Alors qu'à côté de ça, les gars, à côté de ça, on a une équipe de Suisse qui est pas du tout inquiétée depuis le début de la compétition, qui marche sur l'eau. Faut dire la vérité, les frères. Pourtant, ils ont affronté des gros adversaires. Ils ont affronté une équipe de Hongrie qui était pas facile à jouer, mais malgré tout, ils ont montré une supériorité totale. Ils ont affronté une équipe d'Italie que beaucoup voyaient justement l'Italie gagner dans ce match, que beaucoup voyaient justement l'Italie se réveiller dans cette rencontre contre la Suisse. Les Suisses, là aussi, ils ont montré une totale domination du début à la fin de ce match. Une domination qui était comparable avec la domination espagnole contre les Italiens. Et bien sûr, il y a ce match contre l'Allemagne. Alors même si, au dernier moment, les Suisses, ils ont encaissé et il y a eu cette égalisation allemande, ça n'empêche pas les gars que clairement, bien sûr, que les Suisses ont proposé un match énorme. Et c'est sûr qu'ils ont fait une meilleure impression, une largement meilleure impression dans cet Euro que les Anglais. Et pour moi,
si les Suisses jouent de la même manière, ils sont sur la continuité depuis le début de la compétition par rapport à ce qu'ils peuvent proposer, si on voit toujours les joueurs autant concernés, si on voit toujours ces mêmes combinaisons, si on voit toujours cette ambition et cette absence de complexe, comme on a pu voir justement contre des nations comme l'Italie, comme l'Allemagne, pour moi, les Suisses pourraient faire très très mal. Et je vous le dis, les Suisses pourraient faire très mal dans cet Euro. Et ils pourraient briser ce plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à briser depuis des années en passant ces quarts de finale et en montrant une fois pour toutes que clairement, voilà, la Suisse, c'est pas juste une bonne nation européenne, mais ça peut être une grande nation européenne quand on la prend au sérieux. Et là, je pense que c'est le moment ou jamais. Et franchement, les gars, quand on voit cette équipe suisse, vraiment, comme je vous dis, qui me hype totalement depuis le début de la compétition, non seulement on voit des très très belles qualités dans cette équipe, avec les Xhaka, les Ndoye, les Sommer, les Akanji, les Vargas qui fait un Euro exceptionnel. Bref, la liste elle est très longue avec tous ces joueurs suisses qui sont complètement concernés. Il n'y en a pas un qui sent un petit peu en dessous du lot, ils sont tous bons. Et collectivement, c'est très très fort ce qu'ils font. C'est très très fort ce qu'ils font les Suisses. Et c'est très fort ce que fait leur coach Murat Yakin, les gars, clairement. Et en parlant de Murat Yakin, qui est d'origine turque, on va passer justement à ce Pays-Bas-Turquie. La transition elle était pas mal d'ailleurs. Mais là aussi, les gars, là aussi. Alors, je pense que ça risque d'être un match très serré. Alors, à première vue, bien sûr, on pourrait penser que les Pays-Bas vont s'imposer sans problème. Bien sûr que, au niveau de la qualité individuelle, les Pays-Bas, c'est au-dessus de la Turquie. Mais, pour moi, franchement, je vous le dis, les gars, j'en parlais hier dans mon débrief du match de la Turquie contre l'Autriche. Où j'avais vu, justement, comme je vous disais, la Turquie sortir contre l'Autriche. Mais avec le visage qu'ont montré les Turcs dans ce match-là. Avec le visage qu'ont montré les Turcs dans ce match contre l'Autriche. En réussissant à gagner contre une équipe autrichienne, mais surtout sans leur meilleur joueur, sans Çalhanoğlu, sans leur leader au milieu de terrain. Les gars, franchement, je peux vous dire que les Turcs, pour moi, ils peuvent faire mal aux Néerlandais, les gars. Ils peuvent faire très mal aux Néerlandais. Alors bien sûr que les Néerlandais sont favoris dans ce match. Bien sûr que les Néerlandais ont de grandes chances de gagner. Mais moi, les gars, je pense vraiment que ils n'ont pas tant que ça à envier aux Néerlandais, les Turcs. Pour vous dire la vérité. Bien sûr qu'encore une fois, voilà, côté néerlandais, t'as des Gakpo qui fait un très bel Euro, t'as des très bons joueurs côté néerlandais, t'as Van Dijk, t'as Frimpong, t'as les deux joueurs sur le couloir droit d'ailleurs, Frimpong et Dumfries, quand c'est pas Bergwijn qui est titulaire, t'as encore Xavi Simons, t'as encore, bref, la liste des joueurs avec énormément de qualité dans cette équipe néerlandaise, elle est très longue. Elle est vraiment très longue. Mais quand je vous dis que pour moi, les Turcs, ils n'ont rien à envier, c'est pas forcément au niveau des qualités. Mais à partir du moment où on voit justement les Turcs mettre leur combativité en plus de leur qualité, c'est là où on se rend compte qu'ils peuvent vite compenser leur manque de qualité pour le coup. Et en vrai, j'ai envie de vous dire que même en termes de qualité, les gars, c'est pas si mauvais que ça, les gars. C'est pas si mauvais que ça. Parce que Kadaoglu, le latéral gauche qui fait depuis le début de la compétition, pour moi c'est l'un des meilleurs latérales de cet Euro. C'est bien sûr derrière Cucurella et Théo Hernandez. Mais ce qu'il propose vraiment sur son côté gauche, c'est monstrueux. Tu rajoutes à ça Arda Güler bien sûr, Çalhanoğlu, tu rajoutes à ça Yilmaz qui fait un Euro de fou, qui fait un Euro mais monstrueux aussi. Je vous dis les gars, cette équipe elle est vraiment pas mal du tout. On rajoute Demiral, qu'on est obligé de citer, qui te met un doublé en tant que défenseur central, qui est le seul joueur avec justement le néerlandais Malen à avoir mis un doublé dans cet Euro. Donc c'est pour vous dire, voilà les gars, côté turc, c'est pas ridicule du tout. Et c'est là où je vous dis, voilà, quand tu vois que c'est pas ridicule au niveau des qualités, et qu'en plus de ça, ils peuvent te mettre une combativité qui est monstrueuse, qu'en plus de ça, ils savent faire le dos rond, ils savent subir quand il faut subir, ils savent profiter des temps forts quand il faut profiter des temps forts. Je pense que les Turcs, s'ils arrivent à pas être complexés comme ils ont pu être contre le Portugal, parce que je suis désolé, mais pour moi, contre le Portugal, c'est plus justement les Turcs qui ont perdu le match que le Portugal qui a gagné, même si le Portugal a été très bon dans ce match, et les Portugais ont su profiter des erreurs turques. Mais clairement, on va pas se mentir, les gars, hein, quand on voit les buts portugais dans ce match, la plupart du temps c'est des cadeaux qui sont donnés aux Portugais. Et on a vraiment senti, non seulement que à la composition de départ, on a vu vraiment des limites, on a vraiment vu des choix bizarres. Est-ce que justement Montella avait peur du Portugal? Est-ce que vraiment il voulait pas prendre de risques ou pas? Je sais pas. En tout cas, moi je pense que c'est ce qui a énormément posé problème aux Turcs justement dans ce match-là avant tout. Et c'est pour ça que ça restera une frustration énorme, je pense, pour les Turcs, de se dire, ouais, si vraiment ils avaient eu le 11 de base, avec justement un Güler titulaire, avec tous leurs meilleurs joueurs titulaires de manière générale, même un Demiral qui n'était pas titulaire dans ce match-là par exemple, même un Muldur, le latéral droit aussi qui est pas trop mal,
qui n'était pas là dans ce match. Je me demande vraiment ce qu'auraient fait les Turcs contre les Portugais pour le coup. Parce que non seulement, comme je vous dis, des choix un petit peu compliqués au niveau du 11, mais au-delà de ça, sur le terrain, les joueurs, on les a sentis un petit peu plus complexés, encore une fois, un petit peu plus bridés. Et c'est là où je vous dis, si on voit un autre état d'esprit, si on voit une Turquie décomplexée, pour moi, elle peut vraiment faire mal à cette équipe des Pays-Bas qui est largement prenable, les gars. De toute façon, c'est simple, l'équation elle est simple. J'aime pas trop faire ce genre de calcul et de comparaison qui n'a pas forcément sa place dans le football. Mais voilà, l'Autriche a battu les Pays-Bas. Et la Turquie a battu l'Autriche. C'est pour vous dire, voilà, que on joue quasiment dans la même cour, les gars, au bout d'un moment. C'est là où je vous dis que pour moi, les Turcs peuvent faire mal. Après, pour ce qui est de ce match France-Portugal, je vous dis la vérité, c'est peut-être l'un des matchs les plus difficiles à pronostiquer, pour pas dire le plus difficile à pronostiquer. Parce que j'ai vraiment le sentiment que les deux équipes ont montré deux visages un petit peu différents entre la phase de poule et la phase d'élimination directe. Quand on voit du côté de l'équipe de France, on a vu une phase de poule qui était horrible, on va pas se mentir, du côté des Français. Le seul match contre l'Autriche, même avec une victoire sur un CSC, c'était pas un grand match des Français. Le match contre les Pays-Bas que tu gagnes pas. Le match contre la Pologne, pareil, où tu as vraiment beaucoup de mal. Mais par contre, juste derrière, dans le match à l'élimination directe contre la Belgique, les Français ont montré un très très beau visage. Alors, ils n'ont pas fait forcément un grand match. On a vu beaucoup de joueurs français qui étaient un petit peu en dessous, mais ça n'empêche pas que pour moi, ça reste le meilleur match des Français dans cet Euro. Et on a vraiment le sentiment que justement, les Français dans cette phase à l'élimination directe, ils ont peut-être commencé à élever un petit peu leur niveau de jeu dans la compétition. Parce que vraiment, ce qu'ils ont fait contre les Belges, la maîtrise qu'ils ont montrée, les occasions qui se sont créées, alors il n'y en a pas eu tant que ça, les occasions qui sont créées encore une fois, mais ça n'empêche pas que voilà, ils ont montré beaucoup de danger. Ils ont montré beaucoup de danger de manière différente aussi, surtout. Que ce soit sur des frappes d'Mbappé, même si les frappes d'Mbappé, souvent, elles étaient complètement ratées, pour pas dire toujours d'ailleurs. Sur des centres, avec des très bons centres de la part de Koundé pour Thuram, 2 fois où Thuram aurait pu être très dangereux, avec ses duels réussis en plus, dans la surface belge, 2 duels réussis en plus face à Woodface. Alors c'était pas cadré de la part de Thuram, mais ça n'empêche pas que voilà, il a montré de la présence dans cette surface belge. Pareil pour Tchouaméni, je trouve que ça en parle très peu, mais il a fait une masterclass contre la Belgique, les gars. Il a fait un très gros match, que ce soit avec ses qualités dans le jeu vertical, dans ses passes vers l'avant, qui étaient magnifiques, qui étaient magiques, mais aussi par rapport à ses frappes, qui étaient très dangereuses. À chaque fois qu'il était tout seul, déjà, ça me rendait fou. Moi-même, en tant que Belge, ça me rendait fou de voir à chaque fois que Tchouaméni se retrouvait quasiment tout seul à l'entrée de la surface adverse. Et à chaque fois, il arrivait à se montrer dangereux. Et c'est là où je vous dis, les gars, que les Français peuvent être très dangereux et peuvent vraiment faire mal aux Portugais. Alors, voilà, c'est vrai que, comme je vous dis, ils ont eu du mal à cadrer, ils ont eu du mal à vraiment se procurer beaucoup de situations nettes. Mais ça n'empêche pas, voilà, que on voit vraiment un très très beau visage de la France dans ces huitièmes de finale. Pareil en défense, je vous ai parlé de l'attaque, mais la défense, c'est pareil, les gars. Saliba qui a été monstrueux, qui a fait un match de fou contre Lukaku. Il a absolument rien laissé faire à Lukaku, il a absolument rien laissé. Et les deux latéraux, que ce soit Koundé ou Hernandez, qui depuis le début de la compétition sont exceptionnels. Donc c'est pour vous dire, les gars, ça va être très compliqué pour les Portugais, qui justement, à l'inverse, ces Portugais, ils ont montré une très belle phase de poule, parce que le match contre la Géorgie, on va pas compter, vu qu'ils ont complètement fait tourner dans ce match quasiment, vu qu'ils étaient déjà qualifiés, vu que voilà, il n'y avait aucun enjeu dans ce match. Mais dans le match contre la République tchèque et le match contre la Turquie, voilà, c'était très bon. C'était très bon côté portugais. Alors c'est vrai qu'encore une fois, voilà, on peut remettre en question peut-être certaines erreurs de l'adversaire qui ont peut-être forcément facilité les choses aux Portugais, mais bon, ça n'empêche pas, voilà, les Portugais, ils ont su répondre présent. Et c'est ça justement qui est un petit peu paradoxal côté portugais, c'est que les Portugais ont mis 5 buts dans cette compétition, ce qui est le cas de très peu d'équipes, c'est d'ailleurs l'une des meilleures attaques de la compétition, mais les 5 buts qu'ils ont mis sur les 2 premiers matchs, c'est les deux seuls matchs justement où ils ont marqué. Juste après contre la Géorgie, même si on a dit qu'on ne comptait pas ce match, il ne marque pas. Et juste après contre la Slovénie il ne marque pas non plus. Et c'est là où je vous dis, c'est là où on vient justement à cette phase à l'élimination directe côté portugais. Quand on voit ce match des Portugais contre la Slovénie, il y a des questions à se poser, les gars. Parce que à l'inverse justement de la France, qui marque beaucoup moins justement que les Portugais dans cet Euro, ben déjà, ils marquent en match à l'élimination directe, ils ont marqué contre la Belgique. Mais surtout, ce qui m'intéresse avec cette équipe de France, contrairement aux Portugais, c'est que les Français, ils se procurent des occasions de manière totalement différente, sur plein de situations différentes. Contrairement aux Portugais, justement, contre la Slovénie, on a vu quasiment que des centres.
À part sur des centres, les Portugais n'arrivaient pas à être dangereux. Là où les Français, ils arrivaient à être dangereux sur des frappes de loin, sur des centres, bref, plusieurs aspects différents, les Portugais, justement, ils étaient limités, ils étaient obsédés par passer par les côtés et essayer de centrer dans cette surface slovène. C'était compliqué contre la Slovénie parce qu'il y a des joueurs de taille, parce que les défenseurs slovènes étaient très à l'aise dans ce registre du domaine aérien. Mais contre les Français, ça va être un petit peu la même chose, les gars. Parce que vas-y, pour essayer de surprendre Saliba et Upamecano. Alors ça peut arriver, attention, ça peut arriver parce que justement, on a vu dans le match contre la Pologne, on a vu plusieurs situations, on a eu l'occasion de voir justement Lewandowski qui était absolument tout seul dans cette surface française. Et Lewandowski qui s'est procuré une grosse situation, une grosse occasion, avec un Saliba qui était un petit peu laxiste sur le marquage, qui était un petit peu trop loin par rapport à Lewandowski. Et c'est là où je vous dis justement, encore une fois, voilà, on revient à cette différence entre l'équipe de France en phase de poule et l'équipe de France en huitième de finale. Parce que l'équipe de France en huitième de finale, c'était totalement différent, encore une fois. Dans le marquage, c'était un marquage totalement strict dans la surface française. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, les gars, par rapport à cette rigueur française, par rapport à cette solidité, par rapport à cet aspect offensif qui montre un meilleur visage qu'en phase de poule, je pense que même si ça risque d'être un match serré, un petit peu à l'image de ce qu'on va voir contre la Belgique, pour moi je m'attends à voir un match aussi fermé, mais je vois quand même l'avantage aux Français, pour vous dire la vérité. Je pense que la France passera dans ce quart de finale, et pourtant avant la compétition, j'avais dit que pour moi la France s'arrêtait en quart de finale, les gars. J'assume complètement, j'avais dit que la France, pour moi, risquait de flopper dans cet euro. Si ça ne sera pas en quart de finale, ça sera en demi-finale dans tous les cas, mais contre cette équipe du Portugal, qui est largement prenable, qui a failli passer à la trappe contre cette équipe de Slovénie, pour moi les Français sont clairement favoris pour moi. Et pour terminer avec cette affiche que j'attends avec impatience, cette affiche, je vais vous dire la vérité, elle me hype même avant l'euro, les gars. Elle me hype déjà même avant l'euro parce que on s'est amusé tous à faire un petit peu les calculs, j'ai même fait une vidéo de pronostic global avant l'euro, et c'était une affiche justement que j'avais anticipée. On savait tous que l'Espagne et l'Allemagne allaient finir premier de leur groupe, en tout cas moi j'en étais persuadé, et donc c'est pour ça que j'étais persuadé qu'ils allaient se retrouver en quart de finale. Et je peux vous dire que déjà à ce moment-là, pour moi je voyais l'Espagne passer, les gars. Cette équipe d'Espagne qui est vraiment déjà, elle me hypait avant l'euro, mais là pendant cet euro les gars, mais je suis complètement sous le charme. Je suis complètement sous le charme, les gars. C'est marrant, parce que souvent, voilà, on me dit souvent, ouais, Chronique, t'es aigri, Chronique, pourquoi t'es toujours fâché, Chronique, pourquoi tu boudes tout le temps quand tu regardes des matchs. Quand je regarde les matchs de l'Espagne, les gars, c'est les seuls moments où vous me voyez joyeux. Ceux qui me suivent en live et qui regardent mes lives quand je regarde les matchs de l'Espagne, je retrouve la joie de vivre, la joie de regarder des matchs. Je suis heureux de prendre du plaisir à regarder des matchs, contrairement justement quand je vais regarder des matchs du Maroc en tant que Marocain, des matchs de la Belgique en tant que Belge, des matchs du Barça en tant que supporter du Barça, où là je prends pas de plaisir, où là je souffre clairement par rapport non seulement au jeu qui est proposé, mais aussi par rapport aux résultats de ces équipes-là. Mais là, avec ce que propose l'Espagne, en termes de football, là on est sur du football pur, les gars. On est sur du football pur. Chaque match de l'Espagne, les gars, c'est des leçons de football. Chaque match de l'Espagne, faut s'asseoir, faut prendre un stylo, une feuille et faut noter, les gars. C'est exceptionnel. Ce que je vous disais, par rapport à la France qui avait cette capacité à se procurer des occasions de plusieurs manières différentes, c'est absolument rien comparé à ce que fait l'Espagne. Parce que les Espagnols, j'en ai parlé après ce match contre la Géorgie, j'en ai parlé après plusieurs matchs. Tu vois le danger venir de partout. Tu vois le danger venir de partout quand c'est pas les deux extraterrestres sur les côtés, Yamal et Nico Williams, qui sont monstrueux en 1 contre 1, qui te font des différences de fou, des différences individuelles de fou. Ben, ça va être des milieux de terrain comme un Rodri qui va te sortir une frappe de loin. Ça va être un centre qui va être dangereux dans la surface adverse, même si c'est pas le plus, je veux dire, même si c'est pas le secteur et le domaine dans lequel les Espagnols sont les plus dangereux, même si, attention, quand je dis un centre, c'est pas forcément un centre aérien, souvent des centres en retrait qui font très mal justement aux adversaires espagnols. Après attention, du côté de l'Allemagne aussi, il y a de la qualité. L'Allemagne aussi, c'est une très belle équipe. Et c'est de toute façon les deux meilleures équipes de cet euro et les deux meilleures attaques de cet euro. Avec l'Allemagne qui pour l'instant est à 10 buts et l'Espagne qui a 9 buts. C'est les deux meilleures attaques. Alors on va me dire, ouais, peut-être l'Allemagne, c'est une meilleure attaque vu qu'ils ont plus de buts. Mais même là, je suis pas totalement convaincu. Même là, pour moi, l'Espagne est au-dessus dans le sens où déjà, si on fait la liste des adversaires que les Espagnols ont affrontés, la liste des adversaires que les Allemands ont affrontés, c'est
c'est largement au-dessus du côté espagnol en termes d'adversaire. Parce que l'Espagne affronte quand même l'Italie et la Croatie dans ce groupe de la mort. Et malgré ça, l'Espagne arrive à mettre un 3-0 à la Croatie sur le premier match. Et en plus de ça, sur le deuxième match contre l'Italie, c'est vrai qu'ils n'ont gagné que avec un but d'écart, que sur 1-0. Mais ça n'empêche pas, les gars, que voilà, là aussi, t'as en face de toi une équipe italienne qui est très solide, qui est connue pour cette solidité, qui est connue justement pour jouer un jeu très défensif. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais même en dehors des buts, les gars, il faut juste voir les statistiques des Espagnols. Les statistiques offensives des Espagnols. On parle d'une moyenne de 20 tirs par match, une moyenne de 7 tirs cadrés par match. C'est clairement l'équipe dans ce Euro qui se procure le plus d'occasions. Alors c'est vrai qu'ils ratent aussi beaucoup. C'est une réalité. Et ça pourrait arriver justement si dans un scénario où on voyait l'Espagne se faire sortir. Je pense réellement que ça sera un scénario où les Espagnols se procureront énormément d'occasions, qu'ils vont rater ce match parce que voilà, ils n'ont pas été assez réalistes devant. C'est peut-être la seule manière avec laquelle je vois cette équipe d'Espagne se faire sortir dans ce Euro, rien de plus. Parce que, d'ailleurs, je vous parle de l'aspect offensif. Mais au-delà de l'aspect offensif, les gars, il faut prendre aussi quelque chose d'important en compte. C'est que non seulement les Espagnols, ils sont très bons offensivement, mais c'est aussi la meilleure défense de cet Euro avec la France, les gars. C'est 9 buts inscrits pour un seul encaissé depuis le début de la compétition. Donc là aussi, c'est quand même important à préciser. Et au-delà du fait qu'ils ont encaissé qu'un seul but, cette équipe d'Espagne, elle en concède très peu, peut-être à part le match contre la Croatie, où ils ont concédé quand même quelques occasions. Mais à part ça, les gars, contre l'Italie a absolument rien proposé. Contre la Géorgie, ok, c'est que la Géorgie entre guillemets, mais voilà, la Géorgie qui a quand même posé beaucoup de problèmes à d'autres équipes, mais ça n'empêche pas que les Géorgiens, à part justement sur leur but qui vient d'un CSC d'ailleurs, un CSC totalement anodin, qui a même pas donné une frappe, c'est un CSC sur un centre géorgien et sur le Normand qui dévie ce centre dans son but, donc voilà, globalement, les Géorgiens n'ont pas été dangereux du tout. Ils n'ont absolument pas été dangereux, alors que cette équipe d'Espagne était bien installée dans le camp géorgien et qui laissait des espaces énormes dans leur dos. Et voilà. Et d'ailleurs, ça va être aussi la grosse interrogation. Et je me demande vraiment comment les Espagnols vont jouer ce match. Est-ce qu'ils vont jouer un jeu offensif? Est-ce qu'ils vont jouer avec un bloc haut? Est-ce qu'ils vont prendre autant de risques que contre la Géorgie, par exemple? Ou est-ce qu'ils vont prendre autant de risques que sur leur dernier match? Ou ils vont faire un petit peu plus de dos rond? Moi, je pense que ça va être un petit peu comme ce qu'on a pu voir contre l'Italie. C'est-à-dire un jeu un petit peu hybride, un petit peu alternatif, avec par moments des grosses séquences de possession, par moments un contre-pressing assez haut, avec un bloc de l'Espagne qui sera vraiment installé dans le camp allemand. Et de temps en temps, je pense que les Espagnols vont quand même reculer pour gérer un petit peu les petits temps faibles qu'on pourrait voir. C'est, je pense, ce qu'on risque de voir dans ce match. Et globalement, voilà, avec cette gestion-là, parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que cette défense-là, et le fait qu'ils encaissent qu'un seul but depuis le début de la compétition, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard du tout, parce qu'on le sait, les gars. Concrètement, les Espagnols, déjà, ils sont très bons en termes de pressing, en termes de contre-pressing. Ils arrivent à bien se replacer quand il faut se replacer aussi et couvrir les espaces dans leur dos. Mais aussi, ce qui est intéressant avec cette équipe d'Espagne, c'est qu'ils sont capables aussi de faire un petit peu, de commettre un petit peu les fautes qu'il faut faire quand il faut les faire. D'avoir un petit peu ce petit vice. Et ça, voilà, encore une fois, ça peut faire de grosses différences dans un match contre l'Allemagne comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà, ça c'est mon point de vue. Donc, c'est les équipes que je vois passer dans ces quarts de finale. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Je sais que, bien sûr, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi, sûrement. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et de me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. De toute façon, bien sûr, on se retrouve comme d'habitude en live, justement, pendant ces rencontres, pour suivre ces matchs tous ensemble. Et après chacun de ces matchs-là, on se retrouvera aussi pour les débriefs de ces différentes rencontres. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.